suis le professeur El Hadji Mounirou Ndiaye. Je suis professeur d'économie à l'université Iba Der Thiam de Thiès, au Sénégal. Je suis revenu pour faire le premier numéro de votre émission Cerner l'économie. Nous avons déjà enregistré et diffusé la première émission qui a donc introduit l'émission et dessiné les principales problématiques qui vont être abordées dans cette tribune. Aujourd'hui, je viens vous entretenir sur la situation économique mondiale, avec des ouvertures qui vont être faites sur la situation économique qui nous concerne directement ici au Sénégal et en Afrique, et déboucher sur des pistes qui pourront être exploitées lors des prochaines émissions. Pour aborder la situation économique mondiale, on a besoin de faire un peu d'historique pour expliquer que le mot crise n'existait pas auparavant en économie. C'est donc en 1930 que les premiers signes d'une récession économique et d'une dépression économique ont été observés, avec l'existence d'importantes liquidités, de beaucoup d'argent à travers le monde, mais en même temps l'observation d'une crise économique liée au pouvoir d'achat. S'il n'y a pas de pouvoir d'achat, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de distribution de revenus. Ce qui signifie donc qu'il y a des crises liées à l'emploi. Dans la pensée classique, qui a été construite en même temps que la révolution industrielle, et cette pensée classique-là qui a été développée pour donner les théories économiques modernes que nous connaissons, dans cette pensée classique, le chômage était volontaire. Il était lié à la contestation du niveau peut-être de rémunération du travail proposé. Mais en 1930, la question n'était plus de savoir s'il y a, de savoir si le niveau de salaire peuvent rencontrer les désirs des demandeurs d'emploi. Le problème était plutôt, est-ce qu'il existe des emplois? Il y avait des liquidités, les capitalistes étaient riches, mais ils n'investissaient pas, en anticipation de la faiblesse du pouvoir d'achat et donc de la faiblesse de la demande. John Maynard Keynes est venu donc montrer que si l'investissement n'est pas suffisant, si la production n'est pas suffisante, c'est parce que les anticipations des producteurs, des capitalistes ne sont pas très bonnes par rapport donc au débouché de la production. Une nouveauté venait de surgir sur le plan économique. L'économie ne dépend donc pas de la production, elle dépend de la demande. Aujourd'hui, avant de lancer un projet, on ne s'occupe pas de ce qu'on peut produire, mais on s'occupe d'abord de ce qu'on peut vendre. La théorie de la demande effective est née comme ça. Mais ceci n'est pas seulement le problème. Le problème est un problème d'ordre global. C'est que pour aborder la question économique, l'individualisme qui caractérisait les modes de réflexion initiale s'est mué à une démarche beaucoup plus holistique. Parce que dans toute la pensée classique, l'individu est placé au centre des dispositifs de création de richesse. Mais les évolutions liées à la critique du capitalisme par Karl Marx, mais également à la naissance du keynésianisme, parce que Keynes, à travers ses propositions contenues dans son ouvrage Théorie générale qu'il a publié en 1936, avait proposé l'intervention de l'État pour booster ou bien pour améliorer le pouvoir d'achat des populations et inciter les investisseurs à investir, à produire et à créer des emplois. Donc, l'État a un rôle à jouer en économie, quel que soit l'angle idéologique d'analyse. Ceci va faire plaisir aux économistes hétérodoxes, ceux-là qui pensent effectivement que l'État doit jouer le rôle primordial en matière économique. Ça va plaire également aux keynésiens qui considèrent que le rôle principal dans une économie doit être joué par l'État. Il y a d'autres économistes qui ne sont pas moins pertinents, tels que Frédéric Hayek, qui considère que le marché suffit pour réguler l'économie et qu'il faut éviter à ce que l'État soit trop présent en économie parce que, dit-il,
l'inefficacité de l'État est encore plus grave que l'inefficacité du marché. Et cette dualité est née comme ça. D'un côté, les capitalistes et ceux qui les défendent, qu'on appelle des économies orthodoxes, des économistes orthodoxes, considèrent qu'il faut moins d'État, que l'économie doit être l'affaire du marché. L'économie doit être l'affaire du secteur privé, des initiatives individuelles, de l'individualisme. Et les hétérodoxes, qui sont apparentés peut-être à ceux au courant économique qui sont nés de la critique de Karl Marx, tels que le courant communiste, le courant socialiste, le courant marxiste-léniniste, qui considèrent que l'État doit jouer un rôle, il faut des mécanismes publics de gestion de l'économie. Cette querelle-là est toujours en cours. Tantôt, vous verrez des États où l'État joue ses responsabilités sur le plan économique et d'autres États où le capitalisme et le libéralisme est le mode de fonctionnement adopté pour gérer l'économie. Mais une fois que le socialisme, le communisme a été appliqué à travers les révolutions russes, la révolution chinoise, on s'est rendu compte vers les années 90 que là où il y avait plus de réussite, de création de richesses importantes au niveau des pays d'obédience capitaliste, on constatait une faiblesse des dispositifs de production, un laxisme et une inefficacité au niveau des États qui étaient gérés par la puissance publique. C'est comme ça que le socialisme, le communisme s'est effondré et que les idées libérales et le libéralisme ont dominé le monde jusqu'à présent. Ce qu'on appelle aujourd'hui le néo-capitalisme, qui a été fortifié par le fait que des États qui, dans les époques passées, étaient des États socialistes, communistes, où l'État gérait, l'économie était centralisée du moins, gérée par la puissance publique, on s'est rendu compte que ces États-là ont commencé à adopter des mécanismes d'économie de marché, des mécanismes de gestion capitaliste de l'économie. On peut citer le cas de la Chine. Quand Deng Xiaoping est arrivé au pouvoir en 1979, il a commencé à appliquer des normes de politique d'économie de marché. C'est quand on lui a demandé pourquoi, sa réponse était de dire peu importe que le chat soit gris ou noir, l'essentiel c'est qu'il attrape des souris. Pour vous dire que nous étions venus à l'ère du pragmatisme économique basé sur la mécanique de création de richesses. Tony Blair a été questionné sur la question au début des années 2000. Étant un travailliste en Angleterre, un homme de gauche, quand il a voulu appliquer des politiques d'économie de marché, on l'a interpellé sur cette situation. Il a dit, le meilleur système n'est pas de gauche ou de droite, c'est le système qui marche. Donc, aujourd'hui, le courant libéral, le courant capitaliste a été donc fortifié et rendu quand même incontournable par un certain nombre de choix politiques qui ont été opérés d'un État à l'autre. Se pose donc la question de savoir si c'est le capitalisme qui domine, alors que le capitalisme a un mode de fonctionnement basé sur la quête du profit, sur l'efficacité et la performance, comment protéger ceux qui véritablement n'ont pas les capacités pour suivre ceux qui sont faibles. Toute la problématique de l'économie mondiale aujourd'hui, c'est comment réguler le capitalisme. Le capitalisme s'est incrusté. La mécanique de création de richesses s'est bien développée. Le monde est devenu immensément riche. Mais en même temps, il y a un développement effarant de la pauvreté. La FAO demande une centaine de milliards par année pour régler tous les problèmes liés à la pauvreté, tous les problèmes liés donc à la famine. Mais son budget ne dépasse pas chaque année 2 à 3 milliards de dollars. Alors qu'en même temps, il y a plus de 20 000 milliards d'épargne à travers le monde. Pour ainsi dire que un léger élan de solidarité, sérieux, cohérent, aurait pu quand même permettre de régler toutes les questions, bien tous les problèmes liés à la pauvreté, au chômage et à la famine. Mais malheureusement, les mécanismes de solidarité, de partage, ne sont pas à l'œuvre comme cela se doit pour affronter tous ces problèmes-là.
D'aucuns considèrent qu'il y a une connivence, une collusion entre les États et les capitalistes qui favorise l'incrustation des oligarchies, des lobbies et qui continue à vouloir asseoir, fortifier une mécanique économique dans laquelle le capitalisme domine, les récessions créées, les mécanismes de répartition font défaut et la pauvreté se creuse, la famine se creuse et les problèmes économiques mondiaux donc, ne sont pas résolus. Sur ce, je vous donne rendez-vous très prochainement pour poursuivre la réflexion avec vous sur ces questions liées à la création de richesses et à leur répartition. Je pense qu'aujourd'hui, la problématique fondamentale, c'est qu'au même moment que le monde crée beaucoup de richesses, presque plus de 100 000 milliards de dollars de PIB mondial, le chômage s'est creusé. Le problème de la pauvreté s'est creusé. Les problèmes de pouvoir d'achat sont creusés. Alors que le monde a les moyens pour résoudre ces problèmes-là. Cette problématique-là doit être posée. Aujourd'hui, la question du chômage est une question fondamentale. C'est un fléau qui est considéré comme la priorité de tous les États à travers le monde. En 2013, cette question a été débattue très largement. Elle a été même le thème central du forum de Doha au Qatar. Et les économistes qui étaient présents là-bas sont tous d'accord qu'il faut développer l'entrepreneuriat et l'auto-emploi. En ce qui nous concerne, et pour ce qui concerne le Sénégal, nous avons publié tout récemment cet ouvrage qui s'intitule « Le chômage au Sénégal, problématiques et pistes de solutions ». Et nous avons développé toutes les problématiques liées donc au chômage, à son aggravation, et maintenant esquisser les voies, les pistes qui pourraient être empruntées pour essayer de le juguler dans le court et le moyen terme. Vous pouvez procurer ce livre-là en vous adressant à vous-même. Je pense que les coordonnées pour nous joindre vont être donc diffusées dans cette émission et nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour approfondir avec vous ces réflexions, pour aller plus loin donc, dans ces problématiques-là. Merci et à très bientôt.